Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci de nous rejoindre dans cette émission avec l'équipe au grand complet, résolue, dynamique et tournée vers l'avenir. C'est Before DGG. Eh bien, on ne laisse pas de place vide. Nous continuons cette constance, l'actualité riche ce matin. Bonjour et bonsoir à tous. Et puis, pour commencer, c'est l'actu majeur dans les derniers développements Guinée-Bissau. Le président Mbalo reçoit une délégation des acteurs sociopolitiques n'ayant pas pris part au dialogue. Au menu, le dialogue des divergences qui existent entre les entités, les autorités de la transition. Le décryptage de cette rencontre, c'est tout de suite dans le Before DGG. Et nous recevrons, si tout va bien, Sékou Koundouno. Au prix de ma vie, le général Sekouba Konaté va comparaître, a dit en substance Maître Amidou Bari, cité par l'ancien, tenez-vous bien, président, le capitaine Moussa Dadis Camara, dans le procès des événements du 28 septembre, alors qu'une commission rogatoire a été décernée contre l'ancien ministre de la Défense ou l'air CNDD. Il faut rappeler que pendant l'instruction de l'affaire, il y a quelques années, le général Sekouba Konaté avait jugé bon de l'envoyer en procès. Dans ce procès où l'abattage de l'un dépend de la survie de l'autre, Maître Amidou engage un bras de fer contre la FDH et l'OJDH. Nous allons tenter de l'avoir sans oublier l'autre camp au compte de cette émission. Eh bien, merci de nous rejoindre Before DGG. C'est le rendez-vous aujourd'hui incontournable de l'info. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Tousso, Mamoudou Babila Keïta. Le Before DGG, merci de nous rejoindre dans cette émission. Déjà avec nous dans ce studio, Kapsa, bonjour. Bonjour Djiba, bonjour à tous. Notre député maire, merci de nous rejoindre, merci d'être là. Nous avons Djibril également dans ce studio, sur ce plateau avec nous. Djibril, bonjour. Bonjour Djiba. Merci d'être là. Merci. Babila, bonjour. Bonjour Djiba, bonjour aux autres. Il y a nos millions d'auditeurs et téléspectatrices. Merci d'être là. Nous avons notre voix féminine sur ce plateau, Aoula Tousso, bonjour. Bonjour Djiba Milimono, bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous pratiquent en ce moment même. Merci bien. Et nous avons Emmanuel Loa. Bonjour Emmanuel. Bonjour Djiba, bonjour à tous. Un plaisir de t'avoir dans cette émission. Félix, le cousin. Bonjour Félix. Bonjour Djiba et bonjour à tous. Très bien habillé ce matin. Merci. Alors, on reste avec l'actualité CAPS, cette rencontre qu'on ne s'attendait pratiquement pas. Et hier, on a vu ces images, l'aspect civil, notamment Sékou Koundouno, Selou d'Alain Diallo, Sékou Souapé du RPG Arc-en-Ciel. Ce beau monde, ils se sont importés du côté de la Guinée-Bissau. Ils ont rencontré le président Mbalo. Et à l'occasion de cette rencontre, on parle du prochain dialogue inclusif. Et quelle est vos grilles de lecture de cette rencontre? Eh bien, Djiba, aujourd'hui, ce n'est qu'hier, à l'issue de cette rencontre qui s'est tenue donc du côté de la Guinée-Bissau, que j'ai compris c'était quoi le sens du terme, le dialogue interguinéen. Oui. C'est en fait, hier j'ai compris véritablement c'était quoi le sens. Parce qu'en réalité, il faut préciser pour planter le décor pour que nos auditeurs et téléspectateurs le comprennent. C'est qu'hier, du côté de la Guinée-Bissau, s'est tenue donc cette rencontre qui a été initiée d'ailleurs par le président Mbalo, une délégation guinéenne des acteurs sociopolitiques qui était conduite par le président Selou d'Alain Diallo au compte de l'UFDG et de l'ANAD. Et donc à cette rencontre-là, on avait des acteurs de la société civile, on avait également des acteurs politiques qui étaient là et le but de la rencontre c'était que de planter ou si vous voulez de parler de l'actualité sociopolitique guinéenne, mais au-delà de ça le second point c'était le point de vue ou le regard des acteurs de la société civile sur la conduite de la transition guinéenne, et le troisième point c'était plus sur l'implication, le rôle qu'allait jouer le président Mbalo dans la résolution de cette crise qui aujourd'hui
aujourd'hui que la Guinée connaît. Et donc, dans ce sens-là, on a vu lors de cette rencontre, les gens se réjouir. Maintenant, la vraie question qu'on se pose désormais, c'est de savoir quel est donc le sens de la rencontre qui s'est tenue ici. Parce que cette rencontre là-bas, c'était de rencontrer justement ceux-là qui n'ont pas pu participer à cette rencontre, à ce dialogue interguinéen. On sait déjà que dans le dialogue interguinéen, il y a eu des recommandations qui ont été formulées, etc. Et quand on entend certains leaders politiques, notamment Sékou Soapeti du RPG Arc-en-Ciel, lui, il nous fait savoir carrément que ces résolutions, qu'il n'y a même pas eu de recommandations, c'est un semblant de dialogue. Ils n'ont fait que valider les 10 points que le CNRD a pu inscrire à l'ordre de la conduite de cette transition-là. Donc pour eux, cela n'a aucun sens. Donc ceux-là qui se sont mis autour de la table, ici en Guinée, qui ont formulé des résolutions, des recommandations au chef de l'État, et qu'au même moment qu'on a cette CEDEAO-là qui dit, en se mettant, en restant aligné vis-à-vis de la rencontre du 4 décembre dernier, du sommet des chefs d'État de la CEDEAO, où ils ont ressorti le fait qu'il fallait prendre en compte un dialogue inclusif qui allait appeler ceux-là qui n'ont pas participé à ce dialogue-là. Donc, ce qui sous-entend que le dialogue peut bien entendu se passer soit en Guinée, soit en dehors de la Guinée. Et on avait 2 pays frères, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui se sont portés volontaires qu'au cas où on souhaiterait faire le dialogue hors de la Guinée, ces pays-là sont prêts à recevoir, à accueillir ce dialogue-là. Maintenant, moi, la question que je veux me poser aujourd'hui, c'est de savoir véritablement, finalement, quel est le rôle que la CEDEAO est en train de jouer vis-à-vis de tous ces différents points-là. Comment est-ce qu'ils vont arriver à ça? Parce que le véritable point discordant de cette situation-là, c'est que les leaders politiques, notamment celui de l'UFDG, parce qu'il faut le dire, il faut également préciser que le président de l'UFR, tous en dehors de la Guinée, qui selon eux sont entre guillemets en exil, quoique pour les autorités de la transition, personne n'est en exil politique. Il n'a été forcé d'aller en exil. Il a été forcé d'aller en exil, et donc ça c'est eux-mêmes leur désir allant dans ce sens. Donc c'est pour dire encore une fois que si pour que ces gens-là puissent rentrer en Guinée, que le dialogue se tienne, ils ont demandé une seule condition. Il faut donc, quelque part, annuler les poursuites judiciaires qui sont formulées contre eux. Et dire qu'on va vouloir annuler ces poursuites judiciaires, c'est une façon de s'immiscer dans le judiciaire. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faille éviter, allant un peu dans ce sens-là. Donc, c'est pour dire aujourd'hui, encore une fois, que la résolution de ce problème-là va nous amener justement à aller violer un certain nombre de principes juridiques. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on se dit que c'est parti pour une crise. On est dans une crise qui est prête, qui va durer encore très longtemps, parce qu'on a d'un côté des résolutions qui sont formulées ici, et de l'autre côté, on voit la CEDEAO qui se dit que nous, on va rapprocher les positions. Comment est-ce qu'ils vont arriver? Est-ce que les autorités guinéennes étaient à l'avance informées qu'une telle rencontre, une telle initiative a été prise par le président Ambalo de pouvoir rencontrer ces gens-là? Quand on sait un petit peu, à un moment donné, ce qui se passait entre le président Ambalo et le président de la transition guinéenne, on a vu un petit peu ce couac diplomatique qui a fallu, qui est même arrivé. Et donc c'est pour dire encore une fois qu'il faut qu'on fasse les choses, qu'il faut qu'on fasse attention vis-à-vis de ces choses-là. Donc aujourd'hui, moi, ce que je propose, ma proposition de solution, elle est la suivante. C'est dire qu'il faudrait la rencontre peut se faire ailleurs. Moi, je n'ai pas de souci avec le fait que la rencontre se tienne ailleurs, parce qu'il ne faut pas violer un principe. Ce que les gens ont avec la justice, ça va rester avec la justice. Ce pourquoi on doit se battre, c'est de se battre pour dire que la justice respecte les règles et procédures et les formes soient respectées. Tant que les formes, les règles sont respectées, je ne vois pas comment quelqu'un qui aspire demain gouverner un pays, aspire être à la magistrature du pays et dire que désormais il faut mettre la justice de côté, il faut violer même les principes de la justice. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'inconcevable, et le point de rencontre d'ailleurs entre ce que ces gens-là proposent et même le dialogue interguinéen, c'est pour dire que dans le dialogue interguinéen, les acteurs ont proposé le fait que ceux qui sont déjà sous mandat de dépôt puissent bénéficier d'une liberté conditionnelle. Ceux qui bénéficient déjà de la liberté conditionnelle puissent être tout simplement libérés. C'est un petit peu la proposition que ces gens-là font. Donc, ceux qui sont ici dans le dialogue interguinéen, ceux qui sont de l'autre côté veulent tous qu'on puisse aller vers un consensus. Et on le sait très bien que ça a toujours été la solution en Guinée. À chaque fois, on dit il faut trouver le consensus. À chaque fois, il faut mettre, même s'il faut mettre la justice à côté pour la paix, oui, la justice elle-même représente la paix. Et si vous mettez la justice de côté pour la paix, c'est que vous créez encore une autre forme d'injustice. Et donc, pour moi, il ne faut pas déplacer le problème. Le problème, il est connu. Et donc, il faut aller tout droit vers ce problème-là. Encore une fois, cela demande une plus grande volonté venant des différents partis. Emmanuel, question à vous. Cette rencontre, on sait déjà
lorsqu'il parle de dialogue inclusif comme proposé par la CEDEAO, on sait déjà qu'il y a eu un dialogue en Guinée, les points ont été quand même validés, on peut le dire, par la CEDEAO, puisqu'il y a eu un calendrier dynamique, comme il l'appelle, qui a été quand même conclu entre les experts de la CEDEAO et Conakry, le pouvoir de Conakry. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'il faut tout simplement abandonner ces poursuites judiciaires, comme le souhaitent certains, ou tout simplement accepter de rejoindre déjà ce qui a été fait, parce que n'oubliez pas que le rapport définitif a été présenté, sans compter que la durée de la transition a déjà fait l'objet d'un débat. Alors, personnellement, par rapport à cette rencontre, avant de revenir à ta question, je la trouve sur le fond et sur la forme assez problématique. Sur le fond, parce que la seule chose positive qu'on peut retenir, c'est que toutes ces parties estiment qu'il faut aller au dialogue. Elles ont décidé de ne pas observer une position radicale, donc elles sont toujours ouvertes au dialogue. C'est déjà bien qu'on ait cette posture-là. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas prétendre vouloir un dialogue en allant avec des conditions qui, ma foi, fragilisent le sens de la République elle-même. Parce que lorsqu'on pense qu'il faut mettre un frein à toutes ces poursuites judiciaires, je pense que déjà toutes ces personnes-là qui veulent, comme le disait Caps, qui veulent prétendre à la magistrature suprême, il faut accepter d'affronter la justice. Il faut accepter de rendre compte. Le peuple qui est là, il n'est pas dupe. Il observe tous ces acteurs-là par rapport à toutes les décisions qu'ils sont en train de prendre, et au moment venu, il pourra en aviser. Je pense qu'il faut arrêter d'être à un moment donné un peu trop capricieux, parce que on a l'intérêt commun de la République qui est en jeu. On ne va pas bloquer un dialogue national qui permettrait à la Guinée d'avoir un bon dénouement, d'avoir une transition apaisée, pour que l'après-transition puisse nous permettre de baliser, ou en tout cas d'engager le processus d'évolution de la nation, mais qu'on se retrouve à bloquer ce dialogue-là en raison de calculs sordides, j'ai envie de dire, qui se cachent derrière la tête de chacun. Je pense que sur le fond, il y a véritablement problème. Pour ma part, la démarche selon laquelle ils sont allés voir le président Embalo, s'il y a eu des informations comme quoi c'est plutôt lui qui a eu l'initiative, le souci de crédibilité d'abord d'Embalo, moi, me pose problème, parce qu'on sait déjà les rapports entre Embalo et la transition, on sait déjà le discours que Aboulaye Maïga, l'ancien premier ministre par intérim du Mali, a eu à l'encontre de Embalo à la tribune des Nations Unies. Et même à Conakry, on a vu avec Amara et le Premier ministre. Exactement, et on connaît les accointances entre ces différentes transitions. Donc, est-ce que Embalo est la personne la mieux indiquée pour recevoir ces leaders politiques, pour parler de ce genre de situation et pour envisager un dénouement de ce problème-là? Je pense qu'il y a lieu de se poser des questions. Je ne suis pas sûr que la démarche puisse aboutir si Embalo reste celui qui va tenir... porter Exactement. Donc, de toutes les façons, moi j'aimerais, pour ce qui est des leaders politiques, notamment de l'UFR, de l'UFDG, on sait tous qu'il est compliqué, qu'il est inenvisageable de parler de dialogue politique consistant aux résultats probants, tangibles, sans pour autant faire appel à ces deux mastodontes de cheptel politique. Exactement. Mais je pense qu'à un moment donné, ils doivent faire violence sur eux. Ils doivent décider de venir en Guinée. Et cette façon de s'auto-victimiser, elle n'a que trop duré. On a besoin des leaders assez courageux, des leaders assez perspicaces qui acceptent de venir affronter la justice. S'ils sont innocentés, Dieu merci. S'ils ne sont pas innocentés, et que ça soit fait sur des preuves... Pour le cas d'ailleurs de Sidia, il n'y a pas de poursuite. Il n'y a pas de poursuite. Donc, je me demande pourquoi il s'arc-boute sur sa position d'exilé politique. Et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait de la responsabilité à vouloir accepter que chacun mette en berne tous ces calculs-là et qu'on vienne discuter de tous les points, et le peuple tranchera. Voilà. Quand même, Gibril, une inquiétude. Au moment où on veut dialoguer, déjà à Conakry, on se tourne vers la mise en place du comité de suivi et d'évaluation des conclusions de ce rapport-là. Ça veut dire que Conakry est dans une dynamique d'aller de l'avant. Et à votre avis, aujourd'hui, comment tout cela peut s'imbriquer avec ceux qui n'étaient pas autour de la table? Est-ce qu'il y a aujourd'hui cette possibilité d'arrêter les choses et de rouvrir ce dialogue-là?
Bien, avant de répondre à votre question, moi je voudrais juste placer ceci, c'est qu'il n'y a pas de péril à la demeure. En écoutant tout à l'heure mes deux prédécesseurs, il convient de rappeler quand même que cette rencontre est sur l'initiative du président Ambalo, le président Bissau-Guinéen, et qui est aussi le président des chefs d'État en exercice de la CEDEAO. Donc c'est tout à fait normal que le président Ambalo rencontre ces acteurs politiques, même si quelque part on dit que c'est quelqu'un qui n'est pas crédible et puis il fait des déclarations au vitriol. Je suis d'accord, mais c'est tout à fait qu'il le fasse. C'est son statut qui le commande. Voilà, c'est tout à fait. Il peut les rencontrer, il doit les rencontrer. Voilà, c'est tout à fait qu'il rencontre ces gens-là. Alors, ce que je voudrais ajouter par rapport à cette rencontre, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, ils sont là pour quand même gagner de la confiance au niveau d'Ambalo, pour expliquer, pour dire à Ambalo, écoutez, nous, on a tout fait pour que les autorités de la transition nous acceptent. Vous savez, il y a eu une pile de revendications de la part des acteurs politiques, notamment Cellou Dalein Diallo et Sidi Touré, et puis Sékou Koundouno, en ce qui concerne la publication de la liste des membres du CNRD, et puis l'abandon de poursuites. Donc c'est tout à fait normal que ces acteurs politiques ou des acteurs de la société civile saisissent cette opportunité pour réitérer cela. Donc moi, comme je l'ai dit tout à l'heure en prologue de mon intervention, c'est qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Donc, même si, pour répondre à votre question tout à l'heure, il y a la mise en place d'un comité pour le suivi, évaluation des conclusions, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas de problème. Et je rejoins un peu mon ami Emmanuel en ce qui concerne le fait de dire plutôt que ces acteurs politiques sont capricieux. Quand même, je suis d'accord, parce que quand vous regardez le contenu de ces résolutions, il y a quand même quelques recommandations qui sont vraiment acceptables. Quand vous prenez la limitation d'âge, la candidature indépendante, vous prenez aussi la question du fichier électoral. La question du fichier électoral. Seulement là où ça pose un peu de problème, c'est la durée de la transition et en même temps cette cohabitation du MATD avec un observatoire pour les élections. Vous savez ce qui s'est passé dans les années antérieures en ce qui concerne l'organisation des échanges électoraux. Il y a eu toujours cette bisbille. Mais sauf que l'argument aujourd'hui que le CNRD tient, c'est que nous, on n'est pas candidat. Et donc, il n'y a pas de possibilité à dire l'administration va prioriser le candidat au pouvoir. Djiba, vous êtes Guinéen, je le suis. On sait ce qui se passe. On sait ce qui s'est passé aussi pendant les élections antérieures. C'est-à-dire, quand le président de la CENI fait une déclaration, et par la suite, vous verrez les vice-présidents qui font d'autres déclarations. Donc, cette cohabitation du ministère de l'administration du territoire et cet observatoire, ça quand même, ça donne beaucoup à réfléchir. Donc voilà entre autres les inquiétudes de ces acteurs politiques. Donc c'est tout à fait normal qu'ils rencontrent Ambalo. Je voudrais quand même placer ceci avant de finir tout à l'heure. Cette rencontre a un impact. Il faut penser aux malades détenus à la maison centrale. Ça va jouer sur eux quand même. Voilà, merci. J'aimerais juste préciser quelque chose parce que quand on parle d'impact, moi j'estime que c'est une rencontre qui n'est qu'une simple promenade de santé. Parce qu'en plus du souci de crédibilité... Emmanuel, je parle des détenus de la maison centrale. D'accord. Parce qu'ils sont là-bas pour parler de ces gens-là. Mais quand même, ça ne sera pas facile pour ces gens-là. Moi, il y a un autre souci, en plus du fait que Ambalo a des problèmes avec les responsables de la transition, c'est aussi un souci d'impartialité. Quand il s'agit d'Ambalo, on a vu la position figée qu'il a pris en raison de la condition des militaires ivoiriens qu'on a qualifiés de mercenaires qui ont été retenus. Il a carrément pris une position. Lorsque vous êtes responsable d'une instance comme la CEDEAO et que deux pays se trouvent en crépage de chignon, je pense qu'il faut avoir la responsabilité, la sagesse d'être à équidistance des différentes positions. Donc du côté de l'impartialité, c'est aussi quelqu'un... Sans oublier les liens souvent qu'on ressortait entre Ambalo et même le président de l'UFDG. Exactement. On dit qu'il serait en collision avec lui. Babila, à vous, cette rencontre, vous pensez que l'espoir est permis? Est-ce que vous pensez, oui, que cette rencontre-là, c'est le début peut-être d'une ouverture? Et on sait, l'autre peut-être exigence, c'est de dire
il faut prendre des mesures par rapport au cas des poursuites, par rapport à leur éventuel retour au pays. Est-ce qu'on peut dire que l'espoir est permis avec cette rencontre? Oui, l'espoir est permis, mais moi je ne voudrais pas qu'on se focalise trop sur ces points, n'est-ce pas, qui demandent l'annulation des poursuites. Il n'y a pas que ça comme condition posée par le Troïka pour aller à ces dialogues. Il y a plusieurs revendications qui sont préalables ou qui sont, n'est-ce pas, fixées dans leurs documents, dans leurs mémos qu'ils ont transmis au Premier ministre. Je pense que c'est d'abord de là qu'il faut partir. Ils ont parler de la mise en place d'un cadre ou, si vous voulez, d'un mécanisme de pré-dialogue. Et pour tenter d'aplanir les divergences de vues, ces acteurs ont demandé en premier lieu qu'il y ait, n'est-ce pas, deux parties. Et généralement, quand on parle de dialogue, ce sont deux parties ou plusieurs parties qui ont des positions divergentes par rapport à une situation donnée. Et pour le cas guinéen, spécifiquement, la problématique qui se pose en nous aujourd'hui, c'est la conduite de la transition par rapport au contenu et à la durée que va prendre cette transition-là. Alors, si le Troïka a demandé à ce qu'il y ait un cadre de dialogue réunissant d'un côté le CNRD et le gouvernement et de l'autre côté les leaders sociopolitiques qui ne sont pas en phase de la conduite de la transition, ou en tout cas des activités inscrites au menu de la transition par le CNRD, je pense que c'est tout à fait normal. Parce qu'il faut aller au dialogue si vous savez que vous avez des revendications. Je pense que sur ce point, c'est tout à fait légitime qu'on dise qu'il y a deux parties. Si vous savez que vous n'avez rien à reprocher à la conduite de la transition, vous n'avez rien contre les activités qui sont inscrites au menu de la transition par le pouvoir en place, je pense que vous devez vous abstenir de toute autre manifestation d'intérêt à aller à un dialogue où vous n'avez pas d'avis contraire par rapport au problème ou à la problématique qui se pose. Alors, il a été demandé justement que cela soit fait à la faveur sous l'autorité du médiateur et d'un comité technique qui va réunir à la fois des experts du MATD, mais aussi du G5. C'est ce qui a été demandé. Donc, que ce comité allait procéder à l'élaboration, n'est-ce pas, du cadre en fonction de contenu thématique, mais aussi redéfinir le contenu thématique du dialogue, tout en portant exclusivement sur les conditions d'organisation du retour à l'ordre constitutionnel. C'est le point essentiel. C'est-à-dire, pour ceux-là qui n'ont pas accepté d'être autour de la table, pour aller à ce dialogue, qu'il faut discuter. Si nous devons aller au dialogue, c'est pour discuter des conditions du retour à l'ordre constitutionnel. D'accord? Et cela, bien entendu, il faut leur accorder ce crédit. Mais aller jusqu'à vouloir résumer les préalables autour de l'abandon des poursuites, moi je ne suis pas d'accord. Il y a 10 points. Pourquoi voulons-nous nous focaliser que sur, n'est-ce pas, cet aspect qui demande à annuler les poursuites judiciaires? Parce que tout simplement, c'est l'un des points les plus difficiles à pouvoir accepter. Bien entendu, on est d'accord. Est-ce qu'il le dit? On sait bien entendu qu'il y a d'autres points de revendication, mais le point le plus difficile à obtenir, sur lequel, bien entendu, l'opinion s'interroge, est-ce que le CNRD va fléchir sur ça, sachant que l'une des plus grandes réussites du CNRD restera la CRIEF. Est-ce qu'ils vont fléchir dessus? Alors, soyons d'accord. Attendez, j'ai mon temps de parole. Djibril, il faut que tu sois patient, s'il te plaît. Je voudrais juste placer ça parce que récemment, dans un des numéros des Grandes Gueules, la présidente des facilitatrices a été reçue dans l'émission. Elle a expliqué clairement qu'il y a une diligence par rapport à ce qui concerne les personnes qui sont poursuites. Oui, justement, des personnes qui sont poursuites, mais sauf que sur la question de la justice, elle a dit que si des gens sont poursuivis, il faudrait que la justice évacue ces dossiers-là. Je m'en vais vous dire par là qu'il ne faudrait pas focaliser toutes les attentions que sur ce point. Ce sont des préalables, ce sont des conditions. Et on rapproche, le dialogue, c'est pour justement un rapprochement de positions, des divergences de vues. Il n'est pas dit forcément, si tout le monde reste campé sur sa position, c'est qu'on ne va pas évoluer. C'est le travail du dialogue, ça. Que les gens se retrouvent pour discuter des divergences de vues afin de trouver des éléments concordants, accepter chaque partie
veuille, n'est-ce pas, accepter de se défaire de certaines positions, de certaines revendications pour aller à l'essentiel. C'est cela l'importance du dialogue. Et donc, à se résumer sur ça, il y a d'autres. Si par exemple on demande à ce que le CNRD fasse la publication des membres, nous mette à disposition la liste nominative des membres du CNRD, c'est pas légitime. Si par exemple, si on demande également à ce que les acteurs de la transition fassent la déclaration des biens qu'ils avaient avant d'être à des fonctions. Tout ça, c'est trop tard aujourd'hui avec plus d'années. Quoi qu'il en soit, ce sont des réclamations légitimes de mon point de vue. C'est légitime qu'on veuille demander également à ce que le FNDC soit rétabli. C'est légitime qu'on veuille revenir, qu'on demande au pouvoir en place de revenir. Attendez, Caps. Ça ne doit pas être un préalable au dialogue. Attendez. On vient au dialogue justement pour discuter de ça. Il n'y a pas de dialogue politique dans tous les pays du monde sans préalable. Le préalable, c'est de discuter des conditions d'organisation du dialogue. Cela s'est défini par toutes les parties et à la faveur justement d'un arbitrage, on rapproche les positions et chacun essaie de défendre ses positions. Soyons d'accord là-dessus. Si on demande à ce que la levée de l'interdiction des manifestations soit faite, je pense que c'est légitime pour davantage favoriser, n'est-ce pas, le respect des droits humains. Il ne faut pas se fier qu'à ce point-là. Donc, pour moi aujourd'hui, si on parle de démarche de diplomatie souterraine qui favoriserait aujourd'hui ou qui aurait joué en faveur de la transition, des autorités de la transition face justement aux menaces des sanctions qui planaient sur la tête de la junte, je pense que de l'autre côté, ce Troïka ne s'est pas aussi laissé sans se bouger. Donc ils sont de leur côté en train aussi de faire cette offensive diplomatique aux côtés de la communauté internationale pour amener les autorités de la transition à leur considérer et à leur faire appel dans les conditions et une oreille attentive. Et effectivement dans les conditions qui pourraient favoriser le retour de chaque parti autour de la table pour discuter du retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir, selon nos renseignements, après Bissau hier, la même mission se transporte aujourd'hui sur Abuja. Donc, ils vont se rendre au Nigeria, peut-être pour des séances de travail avec la Commission de l'Union africaine, et qui sait encore si c'est avec d'autres autorités, d'autres responsables de la CEDEAO. Tout cela pour parler de ce qui se passe dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le dernier sommet de la CEDEAO a demandé à ce que le dialogue le cadre de dialogue qui va être mis en place soit un cadre inclusif permettant à chaque partie de prendre part, n'est-ce pas, au débat. Donc, cela n'a pas été, on n'a pas réussi cela. Et l'autre aspect qu'il faut évoquer, pour terminer, quand Cap se disait tout à l'heure que personne n'a été contraint d'aller en exil, on ne force personne ou on ne demande à personne d'aller en exil. C'est quand on sait que les conditions vitales dans notre pays ne nous permettent pas de nous asseoir, de nous installer là, c'est ce qui pousse les gens à quitter. C'est tout comme l'exode rural dont on parle dans les communautés. C'est quand certaines personnes aujourd'hui avec vous pensez les que conséquences... Alain Diallo avec la démolition de sa maison... c'est une menace sécuritaire d'abord pour lui. Le KR Guinée et Sidi Touré, la même chose, vous pensez? La même chose, ce sont des menaces. Ils ont conclu ou ils ont fait une déduction comme quoi les conditions dans lesquelles ils vivent dans leur propre pays, la Guinée, ne sont pas des conditions leur permettant de s'épanouir, d'exercer librement leur activité sociopolitique. Et quand c'est comme cela, eh bien, pourquoi ne pas aller? Tous ceux qui vont à l'exil ont des conditions, ont des motivations pour se retrouver ailleurs, mais très souvent, le plus souvent, c'est quand les conditions, notamment sécuritaires, ne sont pas réunies pour leur permettant justement de libre pleinement, de jouir pleinement de toutes les libertés civiles et politiques qui leur sont consacrées par les dispositions ou par les lois en vigueur. Je pense que c'est ce qui amène beaucoup de gens à se tirer. Justement, qui est d'ailleurs un droit essentiel, il faut le rappeler. À Oulatousso, la Troïka qui poursuit cette tournée-là, c'est vrai, nous apprenons, ils iront à Boudia pour notre rencontre, cette diplomatie qu'ils ont mis en avant. Aujourd'hui, c'est vrai que Conakry, ce qu'on a quand même reproché aux autorités à Conakry, c'était de se claquemurer dans un silence total, de s'emmurer
On leur dit, vous évitez l'opposition dans sa majorité, et pour gérer une transition, il faut composer et compter avec tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette rencontre-là peut amener aujourd'hui le pouvoir de Conakry à accepter cette troïka autour de la table? J'étais à l'ouverture du dialogue, c'était dans un réceptif hôtelier récemment. Le président Thomas Yahi Boni a pris part à cette rencontre. Et hier, on voit aussi des images du président Ambalo qui a rencontré les acteurs n'ayant pas pris part au cadre de dialogue récemment clôturé à Conakry. Moi, j'ai un petit souci. Je ne comprends pas d'abord la démarche de la CEDEAO. Pour moi, avant que le président Thomas Yahi Boni vienne en Guinée, la CEDEAO pouvait faire quelque chose pour amener les autres acteurs à prendre part à ce dialogue anticipé. Par exemple, le président Ambalo pouvait rencontrer le trio bien avant, en amont, avant la conclusion. Bien avant la conclusion du cadre de dialogue. Mais c'est d'attendre une semaine après que le rapport même est remis au président de la transition pour rencontrer les acteurs. Ça, c'est ce que moi je dénonce, mais rien n'est tard pour mieux faire. Je pense qu'on peut encore rectifier le tir, mais maintenant tout dépendra de la volonté des autorités de la transition, parce que le jour de la remise du rapport au président de la transition, le Premier ministre a dit que la porte est encore ouverte pour les acteurs qui n'étaient pas présents. Maintenant, si les autorités de la transition veulent vraiment que tous les acteurs se réunissent, je pense qu'ils vont accepter. Si le président Ambalo ou bien la CEDEAO décide d'organiser un autre dialogue dans un autre pays, les autorités de la transition doivent prendre part à cette rencontre si elles ne veulent pas que les Selou, les Sidia, les Sékou Kounduno et autres reviennent en Guinée. Donc les autorités de la transition doivent se rendre... Peut-être faire une délégation, s'exporter, même si on dit que les problèmes guinéens doivent se discuter. En Guinée, c'est la position de beaucoup d'acteurs, mais comme on dit, rien n'est tard aujourd'hui, on pourrait peut-être rectifier le tir. On pourrait rectifier le tir, et moi, s'agissant de la justice, moi j'estime que la justice doit être encore une fois indépendante. Elle doit travailler sans attendre de recevoir des instructions de la part des autorités et tout ce qui s'ensuit. Hier, on le disait, il faut que la justice se bouge un peu. Juger les gens qui sont détenus, retenir ceux qui sont coupables et libérer les autres. Mais lorsqu'il y a des menaces, quand tu sais que tu vas revenir, par exemple, un Sékou Kounduno aujourd'hui, il ne peut pas prendre le risque de revenir ici quand on sait que ses amis sont en prison, ils ne sont pas libérés, ils ne sont pas jugés. À sa place, je ferai la même chose. Je ne vais pas revenir risquer ma vie ici. Donc, il faut que la justice soit indépendante. Il faut qu'il y ait une confiance. Il faut qu'il y ait une confiance. Il y a un manque de confiance aujourd'hui au niveau de la justice guinéenne. Je suis désolé, hier, vous avez vu Sékou Yaya. Sékou Yaya est parti pour des soins, mais il a fini peut-être ses soins. Il continue maintenant ses activités politiques. C'est normal. Hier, on l'évoquait ici. C'est normal. Maintenant, comme il sait que s'il revient ici, il sera remis encore à la maison centrale. Peut-être. Donc, c'est pourquoi il continue ses activités politiques, même s'il n'est pas guéri totalement. Mais quand même, il semble être en bonne santé maintenant. Il est en forme. Moi, j'ai vu ces images et tout ce qui s'ensuit. Peut-être un malade imaginaire, comme le disent certains. Mais bon, c'est juste pour plaisanter. Félix, ce trio, elle fait bien de le dire, mettre la charrue avant les bœufs. Peut-être la CEDEAO aurait pu, le 4 décembre à cette rencontre, dire on arrête tout, on ouvre un couloir du dialogue avec tous les acteurs avant d'aller vers les conclusions. Mais aujourd'hui, les conclusions étaient remises au président. Le comité de suivi et d'évaluation va être mis en place pour le suivi de tous ces points et leur exécution. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la CEDEAO même est en train d'entretenir cette crise au niveau de Conakry, sachant que Thomas Boni Yahi était là, ils ont arrêté ensemble les 10 points, le calendrier, les 2 ans, tout a été avalisé, et aujourd'hui un autre couloir est ouvert. Est-ce que vous ne pensez pas que cette situation sans ni tête, qu'elle-même elle risque de nous plonger dans cette situation? Djiba, quand moi j'ai vu l'information, la première question que je me suis posée, Ambalo joue à quoi finalement? Il joue à quoi finalement? Parce que je me pose la question, quand on voit les actions que la CEDEAO sont en train de poser globalement en Guinée, et qu'on voit encore derrière que c'est lui qui appelle ses leaders à venir avec lui autour de la table pour discuter des problèmes de la Guinée, je me pose finalement la question, Ambalo joue à quoi? Premièrement, vous savez, dernièrement, la CEDEAO a dépêché des experts en Guinée pour venir travailler sur le chronogramme de la transition.
Et à l'issue de ce travail, il est ressorti que la transition guinéenne devait prendre 24 mois. Et au dernier sommet des chefs d'État, ils ont entériné que la transition de ces 24 mois devrait commencer immédiatement. Donc ça c'est une problématique résolue déjà, dont ils ont statué là-dessus. Et à la dernière, au dernier dialogue, il y a Yahi Boni, le facilitateur officiellement désigné par la CEDEAO, qui a pris part. Et donc pour moi, je crois que c'est suffisant de comprendre que la CEDEAO est amplement impliquée dans la crise guinéenne. Mais je ne peux pas comprendre qu'on puisse désigner Yahi Boni comme médiateur officiel dans la crise guinéenne et que derrière, c'est Ambalo lui-même qui appelle encore une autre délégation pour décrypter la situation. Je pouvais comprendre si Yahi Boni prenait part hier à cette rencontre, je pouvais comprendre. Mais là, je sens qu'il y a une vice de procédure. On ne peut pas désigner Yahi Boni comme médiateur officiel et que lui, il est en train de travailler sur le terrain. Derrière, que le président... Ce qu'il fait aussi, c'est aujourd'hui, ils l'ont dit au sommet, c'était d'accepter que ceux qui ont peut-être des problèmes ici, qu'on puisse trouver une alternative. On a même parlé d'un dialogue au-delà de nos frontières. Normalement, Djiba... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est aussi dans cette dynamique de rapprocher aujourd'hui les points de vue? Normalement, Djiba, dans les conditions normales, lorsque vous avez désigné un facilitateur, je crois qu'il ne faut pas... J'ai l'impression qu'on a donné la tête à Yahi et qu'on a retiré la langue, comme on aime souvent le dire. Mais l'autre chose que je veux dire, je crois que la junte a suffisamment fait, pour ma part, à faire revenir ces gens autour de la table. Il vous souviendra, Djiba, qu'il y a une certaine humilité du Premier ministre. Avoir le Premier ministre dans les coalitions des partis politiques. Ravaler l'orgueil et partir au sein de ces coalitions des partis politiques pour leur dire venez à la table. Ce que je veux dire d'abord, c'est qu'on vient autour de la table pour discuter des problèmes sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Mais vous ne pouvez pas rester hors de la table pour dire il faut d'abord remplir certaines conditions pour que nous puissions prendre part au dialogue. Ils ont fait un mémo, je vais parler du quatuor autrefois aujourd'hui qui se retrouve avec le trio. Ils ont fait un mémo pour dire, pour que nous puissions prendre part au dialogue, voici les conditions. Et il y a eu un retour du Premier ministre pour dire, ok, vos conditions, venez autour de la table et discutons-en. Je crois qu'on ne vient pas autour de la table pour discuter pour son prochain. Mais on vient autour de la table pour discuter des problèmes que nous pensons qu'il faut qu'il y ait des solutions. Mais lorsque vous restez hors et que vous vous dites, il faut d'abord que vous remplissiez des conditions, je crois qu'il ne faut pas être catégorique. À un moment donné, lorsqu'on veut décrypter la situation, il faut qu'à un moment donné, qu'on se dise, il faut que moi aussi je sache dire, ok, je laisse tomber à cause de la République. Mais je crois que, comme Emmanuel le disait, ils sont trop capricieux. Et le président Ambalo doit revenir sur soyons d'accord pour comprendre sincèrement que lorsqu'on a désigné un facilitateur officiel en Guinée, il faut aussi savoir... Depuis un certain temps, soyons d'accord, c'est cette troïka qui a des griefs contre, n'est-ce pas, la conduite ou la gestion faite de la transition. Vous avez déjà cette réalité comme quoi les autorités de la transition qui estiment déjà qu'ils ont les activités à mener, c'est-à-dire au compte de cette transition, qu'ils ont eux-mêmes ou elles-mêmes, ces autorités unilatéralement définies, sans avoir procédé justement à une consultation élargie des acteurs, comme le stipule d'ailleurs la charte de la transition. Vous avez des acteurs politiques qui se sont associés en l'absence de cette troïka, de ces leaders qui se sont associés à la conduite ou à ce dialogue-là. Aucun d'entre eux, vous le savez pertinemment, qu'aucun d'entre eux, jusqu'aujourd'hui, en tout cas, suivant les différentes sorties médiatiques, aucun d'entre eux n'a eu à relever quand même des points de discordance ou des discordes plutôt, ou en tout cas des points de divergence, des griefs contre. Non, il n'y en a pas. Babila, tu ne peux contre pas dire la ça. conduite de, Tu ne peux pas dire ça par rapport, par exemple, les 10 au fait activités. qu'il faut libérer les détenus, les détenus politiques. Je veux parler des activités. Attendez, tu passes à côté. Tu passes à côté. Moi, je parle de quoi? Ça, ce n'est pas. Est-ce que la libération des détenus fait partie des activités
élaborés par le CNRD au compte de la transition. Pas du tout. C'est des points de Je vais parler des 10 activités. Par rapport à la conduite de la transition. Je ne suis pas là. Les 10 activités ont été fixées unilatéralement. Ont été fixées unilatéralement et la position de la Troïka, c'est par rapport à ces 10 activités. Sont-elles essentielles à être menées au compte de cette transition? Il faut-il impérativement... Babila, je crois que aujourd'hui, la Troïka, c'est de dire on va discuter essentiellement des questions qui se rattachent au retour à l'ordre constitutionnel. Je crois que et c'est pourquoi il est dit justement ce qui se communique au sein de la Troïka est que les 10 activités ne sont pas forcément nécessaires à être inscrite justement pour je pense déjà que cette question elle est dépassée dans la mesure où les 24 mois ont même validé, c'est entériné. Et même mieux, même ces acteurs là eux-mêmes dans leur déclaration hier, ils révélaient, ils sont d'accord avec les 24 mois. Là n'est pas la question, voilà pourquoi je veux même pas que cela soit un facteur. Mais l'autre point essentiel à relever, il faut parler du malade. Il faut parler du malade, c'est Kouya Abari, justement, qui était parti. Est-ce que vous ne pensez pas le fait de le voir à ce dialogue? Exactement. Parce qu'il y a l'effet boomerang. Ouais. Ceux qui sont à Conakry, qui veulent quitter, et finalement, lui le voir, il y a des poursuites contre lui, il part se faire soigner, et patatras, on le voit autour d'une table. Est-ce que ça n'a pas des conséquences pour ceux-là? Exactement. Finalement, à Conakry, on va se dire, et ben voilà pourquoi on ne veut pas libérer les gens, les c'est justement d'avoir des conséquences. Exactement, c'est justement là où mon analyse portait, c'est pour dire qu'encore une fois, qu'aujourd'hui on a le cas d'Amaro, on a le cas Dr Hussein Inabe. Il ne faudrait pas qu'ils donnent raison aux autorités de la transition pour leur dire que par moment, quand vous voyez des dénonciations par rapport à la situation sanitaire d'un certain nombre de personnes qui se retrouvent à la maison centrale, c'est un moyen juste pour eux de pouvoir sortir du pays, et en étant en dehors du pays, ils ont une possibilité de pouvoir mettre la pression sur les autorités de la transition à travers les contacts comme ceux qu'ils ont pu avoir hier du côté de la Guinée-Bissau. Et moi je me dis qu'encore une fois, si on sort pour des soucis de santé, il est important de pouvoir se retirer de ces activités politiques pour la simple raison que quand vous le faites, vous, ça va pour vous. Vous pouvez vous soigner. Tout porte à se croire. Peut-être que Sékouya Abari, il était vrai qu'il est sorti malade et qu'il arrive qu'il se soigne, qu'il commence à recouvrir la santé, et maintenant il profite de continuer ce voyage politique. Je crois que le ministre de la Justice doit nous dire, le ministre de la Justice doit nous dire comment Sékouya qui était allé pour se faire soigner peut se retrouver du côté de la Guinée-Bissau pendant qu'il n'y a pas une communication officielle pour dire qu'on l'a libéré. Donc ça veut dire que dans les prochains jours, ne soyons pas étonnés de voir un petit peu le tout-puissant ministre Charles Wright pouvoir avoir des interrogations, justement avoir une réaction par rapport à ce fait-là, que moi je trouve tout à fait légitime et légal. Et il ne faudrait pas également que les autorités de la transition se disent que parce que quand ils ont la possibilité d'exercer des activités politiques, qu'on va bloquer ceux qui sont là. Il est important qu'à chaque fois que c'est dit... Pour l'instant, il peut continuer les activités politiques, parce qu'il n'y a pas ces droits civils et politiques, il n'y a pas de déchéance, parce qu'il n'y a pas de condamnation. Pour l'instant, il est libre de le faire. Maintenant, ce que nous dénonçons, c'est le fait qu'il est parti pour des soins. Justement, et de s'afficher aujourd'hui, parce que je pense qu'il apporte de l'eau au moulin du pouvoir de Conakry, et il n'est pas en train d'aider ceux qui sont aujourd'hui en détention et qui sont dans une situation compliquée. Je pense qu'il ne les aide pas. Mais le ministre de la Justice pouvait, par exemple, quand il a eu l'autorisation, nous dire, par exemple, pour combien le délai pour lequel il est parti pour ses soins et tout ce qui s'ensuit, parce que c'était le cas d'Alpha Condé quand il a eu l'autorisation pour la première fois. On a dit que c'est pour 1 mois, sauf avis contraire du médecin soignant et tout ce qui s'ensuit. Je pense que c'est pas le cas avec Sékouya, donc il faut revoir. C'est pourquoi tout porte à croire justement que cette libération-là qu'on lui a accordée pour qu'il aille se soigner, c'était purement et simplement politique. C'est ce que ça retransmet. C'est au lendemain d'une rencontre entre le Premier ministre et Sidi Touré. Et donc, juste à la sortie de cette rencontre-là, on voit qu'on le libère partir, et aujourd'hui on le trouve autour de la table. Encore une fois, il ne faudrait tout simplement pas que cela puisse affecter le jugement des autorités de la transition, qu'ils aient leurs propres médecins qui peuvent valider les rapports ou les examens, les résultats justement pour valider ça. Et si c'est le cas, bien entendu, il faut les permettre de pouvoir aller se soigner. Pour moi, toujours est-il que, en dehors de tout ce que vous êtes en train de parler, de la situation de Sékouya, de tous ces malades, le plus important pour moi, c'est qu'on puisse avoir une entente
à la fois avec ce trio-là, parce que comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ce sont véritablement des mastodontes du cheptel politique guinéen qui ne peuvent pas rester en marge d'une transition qu'on va amorcer. Et puisqu'on sait que la finalité de cette transition, c'est les élections. Exactement. Et ces élections-là sont organisées pour ces partis politiques. Exactement. Donc il faut faire tout, que ce soit du côté du CNRD, que ce soit du côté de ces partis politiques-là, il faut qu'il y ait véritablement un sursaut patriotique pour pouvoir participer à cela. Pour ce qui est du CNRD, on parlait tout à l'heure là de l'aspect sécuritaire. J'ai dit, pour ce qui est des leaders politiques, comme Cédou Dalein, naturellement, qui sont poursuivis par la justice pour des questions antérieures à cette transition, je pense qu'on doit avoir la possibilité, le courage de venir s'expliquer par rapport à ce qui s'est passé. Mais au-delà de tout, mais pour ce qui est par exemple des acteurs de la société civile, comme le cas de Ibrahim Diallo, de Fonike Mengue, qui sont encore en détention, je pense que le ministère de la Justice, le ministère des Droits de l'Homme, la justice guinéenne devrait avoir la sagesse, la responsabilité de pouvoir régler ces dossiers-là. C'est comme si en famille, quand il y a un enfant que vous estimez qui a fait une bêtise, je dis un exemple, vous lui dites: viens, on va discuter, viens m'expliquer ce qui s'est passé. En même temps, vous tenez un fouet derrière. Oui. Est-ce que vous pensez que l'enfant va venir s'expliquer, va avoir le courage de venir pour discuter avec vous, pour vous présenter peut-être ses excuses, alors qu'il sait que vous avez un fouet derrière vous? Je pense que non. Donc ce spectre de l'arbitraire parfois qui a tendance à se révéler parfois dans les procédures judiciaires doit être régularisé. Il faudrait que si quelqu'un doit être inquiété par la justice, que cela se fasse dans les règles de l'art, que les procédures qui sont actuellement emmagasinées au sein de la justice, que tout ça soit évacué de manière régulière, de faire en sorte que ceux qui vont venir dialoguer, ceux qui vont prendre la décision de venir au pays, sachent qu'on n'est pas en train de chercher à les appâter pour pouvoir les mettre là-dedans, mais c'est pour véritablement discuter des questions essentielles et existentielles qui touchent la vie de la nation. On va marquer une courte pause, Djibril. On se retrouve dans un court instant, on va aller avec nos obligations commerciales. On revient tout à l'heure avec l'équipe au grand complet. Beaucoup de sujets vous attendent, chers téléspectateurs. Sur Radio Espace et Espace TV, le Bifort GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Bifort Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keïta, Emmanuel Loua, Kabz, Djibril Ba, Félix Milimouno forment le Bifort GG.